Zuflawan, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette émission spéciale organisée suite à l'événement qui s'est déroulé cette semaine à l'aéroport Houari Boumediene où notre chère compatriote Madame Nassira Dutour s'est vue refoulée de son pays avec un passeport algérien, avec sa nationalité algérienne, au mépris de sa citoyenneté. Elle a été refoulée en France, là où elle vit en résidente, mais elle se retrouve exclue de son pays. Est-ce que tout le monde se pose la question, est-ce que le pouvoir, elle a pris cette façon de faire comme un moyen de diriger le pays, de diriger la nation, de diriger l'État, parce qu'il récidive avec l'affaire, suite à l'affaire du journaliste Farid Halilet, qui a subi la même chose. Il s'est vu refoulé vers la France en arrivant à l'aéroport à Houari Boumediene. Donc, sans trop tarder, sans trop faire d'histoire, la présentation de Madame Nassira Dutour, je vais la laisser, je vais la lui laisser, elle va se présenter elle-même. Et il y aura aussi notre ami Ben Maamar Wardia qui la connaît très bien aussi, qui va la présenter. Et ensuite, on va passer au débat, on va voir l'avis d'un expert juridique, donc judiciaire, notre ami Sofiane Schwitter, qui est un avocat expert international. On va avoir aussi le soutien, la solidarité et la position de l'ONG algérienne établie en France, dont le président est avec nous, M. Ali Aït-Djoudi, président de Riposte Internationale. Nous avons aussi une organisation politique qui est le PADA, pour Impact démocratique en Algérie, représentée par Malika, membre du directoire, Dr Malika Baraka. Elle va aussi nous parler de la déclaration, parce qu'ils ont publié une déclaration de soutien et de dénonciation à cet acte de forfaiture. Et nous allons aussi passer la parole à une militante des droits de la personne, en la personne Wardia Ben Maamar, qui est avec nous aussi, qui connaît Madame Nassira Dutour. Elle a milité pour la libération des détenus, elle a milité pour la vérité sur les familles des disparus. Donc, pour juste vous rappeler rapidement que Madame Nassira Dutour est la présidente du collectif des familles des disparus en Algérie. Donc, durant les années 90, nous avons vu des enfants, des familles, des parents, des familles qui ont disparu comme ça dans la nature, sans raison aucune, sans justice, sans jugement, sans rien du tout. Voilà, tout le monde rêve d'un pays de justice, de droit, mais apparemment, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Madame Nassira Dutour pour nous dire ce qu'elle ressent et se présenter. À vous la parole, Madame Nassira Dutour. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci de me donner... Merci de me donner un espace d'expression. Je m'appelle Nassira Dutour. Je suis née sous le nom de Youss, le nom de mon père. La question qu'ils m'ont posée pendant que j'ai été retenue à chaque fois, c'était quel est le nom de ton père? Et sur le coup, j'étais surprise et je lui dis, mais mon père, il s'appelle comment? Il s'appelle Youss. Et puis il me dit, non, son prénom, son prénom. Oui, mec. Voilà. Et comme s'il ne savait pas, oui, mec. Comment s'appelle ta mère? Ouais, mec. Voilà. Donc, moi, je suis Nassira Dutour, née Youss. Je suis présidente du collectif des familles de disparus en Algérie que j'ai créé après la disparition de mon fils. Je suis présidente de SOS Disparus qu'on a créé une année plus tard en Algérie pour pouvoir travailler légalement dans notre pays en toute liberté, ce qui n'a pas été le cas puisque SOS Disparus à ce jour n'est pas reconnu légalement. Nous sommes clandestins chez nous, mais j'ai toujours réussi à rentrer, à y vivre, peut-être à y travailler clandestinement, mais j'ai toujours réussi à y rentrer. Je suis aussi présidente de la Fédération euroméditerranéenne contre les disparitions forcées. C'est une fédération qui regroupe 26 associations membres de familles de disparus de différents pays, 12 pays différents, et on est 26 associations dans cette fédération. Donc, j'ai créé le collectif des familles disparues après avoir cherché mon fils pendant des mois et des mois, presque une année entière,
a sillonné l'Algérie de long en large pour retrouver la trace de Amin, mon fils, que vous voyez là. Il est toujours, je le porte toujours. Ah non, vous ne le voyez pas, je ne crois pas. Il est là. Ça, c'est mon fils. Oui, voilà, là on le voit. Oui, là, on... Mon fils qu'on m'a enlevé, il avait 21 ans quand il a été arrêté. Et je voudrais juste corriger une petite phrase là, c'est qu'ils n'ont pas disparu dans la nature, ce sont des personnes qui ont été arrêtées par les agents de l'État, tout confondu. Ça peut être les militaires, la sécurité militaire, la police, les gendarmes, les gardes communaux, les GLD. Tout le monde s'y est mis et tout le monde, la brigade antiterroriste. Tout le monde s'y est mis pendant les années 90. Il y a eu énormément de services qui ont été créés les uns après les autres, et peut-être pour nous laisser un petit peu perdus, pour qu'on soit perdus auprès de tous ces services. Mais je tiens à préciser que ce sont des personnes qui ont été arrêtées parfois de leur domicile, parfois en pleine nuit, devant leurs parents, devant la famille, devant leurs femmes, leurs enfants, et tout, et qui ont été acheminés vers des lieux parfois qu'on a pu connaître, comme des gendarmeries, la gendarmerie de Tipaza, la gendarmerie, je peux citer des endroits, je peux citer des noms de personnes qui ont enlevé les personnes disparues. J'ai plus de 5000 dossiers qu'on a constitués pendant toutes ces années, et les informations y sont. Nous avons collecté tous les témoignages un par un pendant des années, et nous avons constitué avec des dossiers qui révèlent, dans la 50% des cas, les familles révèlent le nom de la personne ou des personnes qui ont arrêté leurs enfants, et ou l'institution militaire qui s'est présentée, ou l'institution de la gendarmerie, ça dépend. C'est différent d'un endroit à un autre, c'est différent quand c'est la capitale, c'est différent quand c'est les villes qui sont autour de la capitale. Voilà. Donc, j'ai créé cette association. C'est venu progressivement, en fait, c'est venu progressivement. Je n'avais pas l'intention. Moi, je croyais que j'allais retrouver mon fils. Dans ma tête, mon fils, il n'avait aucun lien politique, il n'avait aucune ambition politique. Il avait fait un stage dans un atelier il était ébéniste, dans un atelier, je ne sais plus comment on dit, d'ébénisterie, on dit ça. Voilà, il cherchait à se stabiliser, il cherchait à travailler, il cherchait. Entre-temps, on avait demandé le visa pour qu'il vienne me rejoindre en France. Mon fils aîné a réussi à avoir un visa après je ne sais plus combien de demandes, et Amine, on en était à la 4e demande. Le 4e refus de visa nous a été envoyé en novembre 1996. Et il m'a dit, le pauvre, je me rappelle, il me dit, c'est pas grave, je vais me mettre à bosser, et quand il y aura, voilà. Et ça, c'était en novembre 96, et en janvier 97, on s'est appelé en début d'année. Il m'a appelé en début d'année pour me souhaiter la bonne année, et c'était la dernière fois que je l'ai entendu pour me souhaiter une bonne année. Et c'était la toute dernière fois. Et après, on n'a plus le droit de parler, on nous ignore complètement, c'est le mépris total. Complètement, pendant des années, je me suis battue, j'ai reçu des coups, je me suis fait casser le sternum par la police. Combien de fois on a été embarqués dans les postes de police? Combien de fois on a subi la violence de ces policiers? Pour nous disperser, ils nous ont même amené les jets d'eau contre des femmes. Nous avons toujours été majoritairement des femmes. Les hommes, je n'en veux pas aux hommes, parce que les hommes, ils travaillent, parce que les hommes, peut-être qu'ils ont d'autres choses à faire. Et les femmes sont toujours, de toute façon, dans tous les pays du monde où il y a disparu, c'est toujours les femmes qui sont en avant. Et j'ai tenu bon, et j'ai travaillé, j'ai sillonné le pays, j'ai fait du porte-à-porte pour sortir les familles, pour leur dire, mais c'était pas l'idée. L'idée était d'unir ces familles, parce qu'elles ne soient pas isolées les unes des autres, pour qu'elles soient ensemble, pour qu'elles mènent le combat ensemble, pour les aider, pour les soutenir. J'ai toujours été contre les injustices. Je suis née révoltée, je resterai révoltée jusqu'à ma vie. Et là, ils ont eu tort de faire ce qu'ils m'ont fait. J'ai toujours été. Mon père m'appelait l'avocat des pauvres en rigolant. Il disait toujours, c'est l'avocat des pauvres. Mais je m'attendais à tout, sauf d'être un peu expulsée. Je préfère utiliser le mot expulsée. J'ai été expulsée de mon pays. Pas refoulée, j'ai été expulsée. Ils m'ont obligée de monter dans un avion. Ils m'ont escortée jusqu'à l'avion comme des malpropres. J'étais entourée de policiers comme une malpropre. Ils m'ont emmenée à l'avion sans me dire quoi que ce soit. Mais le mépris total. J'ai eu beau leur dire quelle est la raison, pourquoi, où c'est que vous m'emmenez, parce qu'ils m'ont pas dit, bien sûr, ils m'ont même pas dit qu'ils allaient m'emmener à l'avion, hein.
J'ai crié, où est-ce que vous m'emmenez, où est-ce que vous m'emmenez? C'est juste quand je l'ai entendu dire à son collègue, un des chefs là qui nous accompagnait, parce qu'il y en avait beaucoup des chefs, hein, et qui a dit à son collègue, ah, Raoul, 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 ah, vous m'emmenez à l'avion, et pourquoi? Je peux savoir. Rappelez-nous juste la date et le jour de votre expulsion, comme vous le dites. Le 30 juillet 2025, c'était, je ne sais même plus si c'était jeudi ou mercredi, c'était mercredi dernier, mercredi de cette semaine, 30 juillet 2025. Voilà. C'est leur pays, il leur appartient, ils l'ont pris, ils l'ont pillé, et maintenant on n'a plus le droit d'exister dans ce pays. Et si on veut rentrer vous aviez l'habitude de rentrer au pays sans problème, jusqu'à cette date-là. Ah, sans problème, c'est beaucoup dire, hein? Non, je veux dire vous rentriez, mais ils vous ont jamais empêché de rentrer, c'est ça? Non, ils m'ont jamais empêché de rentrer. Donc, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? J'étais ce qu'on appelle ce qui est dans leur jargon, puisqu'on répète leur jargon, j'ai été signalée. Je pense que c'est ça. Je l'ai entendu une fois de mes propres oreilles, signalée. Donc, il remplissait la fiche de police, le PAFIS, tout de suite, il prend la fiche de police, il la remplit. Après, il appelle. En attendant, pendant ce temps-là, il regarde autour de lui pour chercher le chef. Et des fois, c'est même moi qui appelle le chef parce qu'il ne le voit pas de sa cabine. Et le chef, il arrive, il regarde l'ordinateur, il discute avec lui. Des fois, il lui dit remplis la fiche de police, il ne l'a pas fait. Ainsi de suite. Après, il s'éloigne avec mon passeport, ça c'est le chef. Et après, il revient et au téléphone, il est là, il va, il vient, il va. Et puis, et il attend la réponse. De qui, je ne sais pas. Combien de fois je lui ai demandé, c'est qui ça? Une fois j'ai entendu qu'il disait islam. Je lui ai dit, mais c'est qui cet islam-là? Que j'aille le voir, qu'il me dise qu'est-ce qu'on me reproche et pourquoi chaque fois je suis contrôlée quand je rentre et quand je sors, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose? Non, madame, il n'y a rien. Oula, mais et tout ça. Non, non, c'est juste une vérification parce qu'il y a des fiches de police qui se ressemblent. Ah, d'accord, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle comme moi, qui est né à la même date, qui a la même, voilà, qui a le même parcours. Oui, bien, il y en a plusieurs, même des fiches, hein. Voilà, mais j'arrivais à rentrer. Mais la dernière fois où vous avez été en Algérie, c'est quel avant ce mercredi-là? C'est quel? Je suis allée le 30 mai. Oui, le 30 mai de cette année. Et je suis venue le 6, c'était la veille de l'Aïd. Et ça, je me rappelle bien, parce que c'était la veille de l'Aïd. J'étais partie, j'avais oublié que c'était l'Aïd, et puis voilà, je m'en suis souvenue une fois sur place. Donc, je suis revenue à la veille de l'Aïd pour passer la fête avec mes petits, enfin la fête, si on peut appeler ça une fête. Dans vos activités politiques du 6 mai jusqu'à 30 juillet, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez fait de plus? Qu'est-ce que vous avez fait de plus par rapport à d'habitude? Les activités politiques, vous dites? Oui. Est-ce que vous avez organisé quelque chose? Est-ce que vous avez participé? Je fais des activités associatives. D'accord. Dans ces activités associatives du 6 mai jusqu'au 31, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Rien de plus que d'habitude. Hein. Au nom de la FEMED, j'ai été dans les pays des Balkans pour rencontrer nos associations membres. Ce n'était pas quelque chose de public, c'était un travail de terrain. Oui, je suis allée à Genève et j'ai intervenu dans un side event, un panel qui était sur les droits des femmes. Puis voilà, c'est tout. Je suis revenue chez moi et puis voilà, je devais aller en Algérie. J'avais quelques rendez-vous. J'avais demandé à voir le président du Conseil des droits de l'homme, national du Conseil des droits de l'homme. C'était tout de plaidoyer qu'on menait auprès de cette personne, même si on était parti d'avance. Sachant d'avance que rien n'aboutirait, mais c'est une façon de marquer notre présence et notre existence sur place. Voilà, j'avais fait quelques rendez-vous, je devais voir des amis associatifs, des amis d'autres associations. Voilà, je restais une dizaine de jours et je revenais. Et puis faire ma réunion avec les membres de SOS Disparus, faire un programme de travail. Le 30 août approche et le 30 août, c'est la journée internationale des disparus. Donc, tous les ans, on organise un événement. Donc, c'était aussi au programme. Voilà. Donc, tout ce qu'il y a de normal, de quoi? C'est-à-dire que vous n'avez rien fait, ni rencontré des groupes d'associations qu'on pourrait associer, soi-disant, à un axe des ennemis de l'Algérie. C'est-à-dire que, parce que c'est ce genre
de rencontres, ce genre d'informations que le pouvoir instrumentalise pour justifier ce genre de comportement, donc de violation des droits civiques. Donc, pour vous, vous n'avez rien fait, vous faisiez vos activités le plus normalement du monde. Donc, c'est ça. Merci, madame. Je dis juste répondu l'instant, je n'ai rencontré personne. Et de toute façon, même si j'avais rencontré qui que ce soit, ce n'est pas une raison pour me refouler de mon propre pays. Moi, je suis algérienne. Mes ancêtres sont algériens. Mes enfants sont algériens. Ils sont nés sur le territoire algérien. Ma mère, Moujahda, elle a travaillé, elle a participé à la libération de ce pays en prenant ses risques, puisqu'elle habitait en France. Tout en habitant en France, on recevait les membres du FLN chez nous. Moi, j'ai grandi dans ce schéma-là, avec ma mère qui était très proche du FLN, qui cherchait les radios Idaat al-Qahira, ou je ne sais plus comment c'était. J'ai grandi là-dedans, j'ai baigné là-dedans. Donc, c'est aussi, je tiens mon côté révolté de mes parents aussi. Parce que mes parents, je vous dis, même dans le cœur de l'ennemi, ils vivaient au cœur de l'ennemi. Et ma mère arrivait à travailler discrètement avec le FLN pour la libération de notre pays. Et quand l'Algérie a eu l'indépendance, ma mère a dit, je ne veux plus vivre dans ce pays-là, je retourne dans mon pays, en Algérie. Elle nous a emmenés en Algérie vivre. Et j'y ai vécu pendant 20 ans. J'y ai étudié, j'y ai travaillé, j'ai milité dans le syndical qui était la seule option qu'on avait pour pouvoir des fois s'exprimer. Je suis algérienne avant tout et je suis fière d'être algérienne et je refuse qu'on me renie mon nationalité et mon origine. Okay. Donc, ce qu'on comprend à travers votre exposé, vous payez les frais de votre amour pour l'Algérie. Donc, voilà. L'Algérie, c'est mon pays. Les Algériens, ce sont mes frères. J'adore mon pays. Si je me bats contre les oppressions, je me bats contre la dictature, je me bats contre ceux qui ont pillé notre pays, qui en ont fait ce qu'ils en ont fait, qui ont pillé, pardon, je me suis mal écrite, qui ont pillé mon pays et ce qu'ils en ont fait. Mais mon pays, c'est mon pays, je l'aime. Mon pays, c'est un beau pays. Il y a la mer, il y a le soleil, il y a les ressources minières, il y a les richesses, il y a la jeunesse qui est en train de mourir en mer. La jeunesse qui est en train de se tuer en mer et qui fait encore des familles de disparus derrière. Hein, toute cette belle jeunesse qui sont en train de détruire, qui préfèrent mourir en mer que de vivre dans ce pays. J'aime mes Algériens, j'aime mon pays, mais je n'aime pas ces dictateurs, je n'aime pas ces oppresseurs, je n'aime pas ces voyous qui ont pillé le pays. Merci, Madame Nassera Dutour. Donc, je vais passer la parole tout de suite à une militante des droits de la personne, Madame Wardia Belmamar. Elle va nous rajouter quelques informations sur cette activité associative autour des familles des disparus. Wardia, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. En premier, j'aimerais exprimer ma totale solidarité avec Nassera Dutour et dire combien je suis révoltée par cet acte illégal tant sur le plan national qu'international. Je ne m'étalerai pas là-dessus parce que Maître Schwitter est mieux indiqué que ma personne pour parler de cet aspect juridique. Néanmoins, je ne comprends pas en tant qu'une compatriote soit interdite de fouler le sol de son pays. C'est une injustice, c'est un... Attends, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. S'il vous plaît, vous pouvez parler en kabyle, en français, en arabe, en darja. D'accord, ok. Parce que les Algériens qui nous suivent, ils ne comprennent pas tous le français ou ne comprennent pas tous le kabyle ou l'arabe. Donc, vous pouvez mélanger. Vous avez la liberté. Il faut que tout le monde comprenne cette histoire. Donc, il faut qu'on parle dans les trois langues si c'est possible. D'accord. Parce que les Algériens qui nous suivent, ils ne comprennent pas tous le français ou ne comprennent pas tout. Il y a un retour. Donc, moi, j'ai rencontré Nassera. Alors, j'aimerais aussi parler de cet aspect parce que j'ai eu la chance de croiser sur ma route à un certain moment où je m'intéressais un petit peu aux femmes algériennes. J'ai eu la chance de rencontrer Nassera. Et j'ai été agréablement surprise de découvrir, de faire la connaissance de Nassera, ce qui m'a donné l'envie
envie plus tard de faire un documentaire sur elle et sur son action. Nassera a ce mérite. Elle a le mérite, parce que je pense que c'est aussi quelque chose de cet ordre-là qu'on lui fait payer. Elle a le mérite d'avoir fait d'une cause orpheline, je vais m'expliquer là-dessus, orpheline, qui est la question des disparus, des disparitions forcées en Algérie. Elle a le mérite d'en avoir fait une cause qui est aujourd'hui un peu plus connue, un peu plus défendue et mieux défendue, mais surtout quelque chose, et elle a contribué. Et je pense que l'histoire le dira, et le dira encore plus fort dans quelques années. Elle a contribué à mettre fin aux disparitions forcées en Algérie. Et ça, personne ne lui enlèvera. L'histoire quand la vraie histoire, enfin une histoire digne de ce nom sera écrite sur l'Algérie, Nassera Dutour, l'histoire contemporaine, Nassera Dutour aura une grande place dans l'histoire de cette Algérie, parce que elle a ce mérite d'avoir contribué avec son action, avec son association, avec les familles des disparus, à mettre fin aux disparitions forcées en Algérie. Ça, c'est son côté par rapport à l'Algérie. Moi qui ai aussi eu la chance d'avoir assisté à des événements qu'elle a organisés, je peux témoigner de la grande expertise que Nassera Dutour a sur la question des disparitions forcées. J'ai plaisanté une fois, et vraiment je le pense, et c'était pas une plaisanterie. Avec Nassera, on en a rigolé. Je lui ai dit, mais tu as un master 2 en droit de disparition forcée. Je l'ai vu à l'œuvre. C'est quelqu'un qui, excuse-moi Nassera de parler de toi à la troisième personne alors que tu es là. Voilà, j'ai vu Nassera à l'œuvre, même aux côtés de professionnels qui témoignent, qui apportaient de l'information, des textes de loi, des dates, des noms. Elle connaissait, elle a une très bonne mémoire, et surtout, c'est quelqu'un qui fait un travail sérieux. C'est ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que à travers cette association, Nassera, elle s'est donnée corps et âme. Nassera, elle est victime, mais c'est pas une victime passive. Elle est victime au sens où, oui, son fils a disparu. Et, je tiens aussi à témoigner de ça. C'est grâce à l'action de SOS Famille de disparus que l'Organisation des Nations Unies reconnaît les familles des disparus comme des victimes. Et c'est à partir d'un cas algérien, du cas de la famille Benaziza. Donc ça, c'est un travail important. Donc bon, je crois que les autorités devraient méditer là-dessus. C'est quand même à partir d'un cas de disparition forcée que les Nations Unies reconnaissent les familles de disparus comme étant des victimes elles-mêmes. Donc c'est pas l'Argentine, c'est pas le Brésil, etc. C'est l'Algérie. Ça, c'est pour dire l'ampleur des disparitions forcées, mais aussi le travail sérieux, le travail acharné de Nassera Dutour et des familles de disparus. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser le travail que les familles elles-mêmes le savent, mais moi je peux en témoigner puisque j'ai assisté à plusieurs événements. Et donc Nassera Dutour, elle a acquis une vraie expertise. Moi je l'ai vue à l'œuvre, également, et comme elle vient de le dire, par rapport aux disparitions forcées en Turquie et dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'à la tête de SOS disparus, famille disparue, et à la tête de la FEMED, elle mène un travail sérieux sur le terrain, et un travail de professionnel. Mais qu'aujourd'hui, au lieu de lui rendre hommage, au lieu peut-être aussi de l'aider dans cette action, les autorités algériennes lui ferment les portes. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement, qu'est-ce que ça veut dire que de fermer la porte à une citoyenne algérienne et à une citoyenne à la tête d'une association? Quel message on envoie aussi à la diaspora? Moi, c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Quel message on envoie à la diaspora? Votre pays vous est fermé. Donc, c'est aussi ça qui est absolument révoltant.
Je ne voudrais pas monopoliser la parole plus que ça, mais juste pour emboîter un petit peu le pas à Nacera, moi qui parlait donc de ce régime qui privatise le pouvoir. Donc on est dans le fait du prince, puisque ça ne correspond pas aux textes de loi algériens et internationaux, on est dans le fait du prince, et dans le fait du prince, on est dans la privatisation de l'exercice du pouvoir et des décisions qui sont prises au nom de l'État, malheureusement. C'est des décisions qui sont prises au nom de l'État. Donc cette Nacera Dutour qui mène une activité en Algérie, on lui ferme les portes. Ils n'ont rien contre elle. Il n'y a rien qui est stipulé, on lui ferme les portes comme ça. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave. C'est très grave ce qui se passe. C'est extrêmement grave ce qui est arrivé à Farid Alilat. C'est extrêmement grave ce qui est arrivé à Nacera Dutour et malheureusement à d'autres personnes qui n'ont pas voulu médiatiser leur propre cas. Donc, c'est une manière de... ceux qui sont à l'intérieur, mais Kharjouch, ceux qui sont à l'extérieur, donc on est dans alors que les gens qui sont au pouvoir, ils ils ont des maisons, ils vont ailleurs, ils vont passer leurs vacances, leurs enfants étudier à l'extérieur, etc. Donc eux, ils ont une libre circulation et pour les autres, on décide d'ouvrir la porte, de la fermer. Donc on est quand même dans une époque très bizarre. On est dans une époque qui n'est pas normale. Et juste pour finir sur cette phrase, on est dans une époque où les droits humains en Algérie sont foulés, violés tous les jours. Et moi, je suis triste pour mon pays. Je suis triste pour mon pays, pour Nacera Dutour également. Mais Nacera est une battante. Elle se relèvera. Merci. Merci beaucoup, Ardia. J'espère que vous allez rester encore un peu avec nous avant de partir. Juste avant de passer, avant de voir l'avis, d'avoir l'avis de notre expert juridique, Maître Soufiane Chouita, je vais juste passer la parole à Ali et Dr Melika Baraka pour les deux organisations de la diaspora. Donner leur point de vue, comment ils ont reçu cette information. Ali Djoudi, président de Riposte Internationale, une ONG de défense des droits de la personne établie en France. Bonjour. Est-ce que vous pouvez juste rapidement, parce qu'on va revenir dans le débat, donc en une minute à peu près, donner comment vous avez ressenti, vous avez reçu cette information-là, comment vous l'avez gérée à l'intérieur de votre organisation? Oui, bonjour à tous les amis, les camarades qui sont autour de cette table ou cette émission. Écoutez, c'est une violence inouïe parce que tout d'abord, j'ai beaucoup d'affection pour Nacera, je parlerai de ça d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est une grande dame. Aujourd'hui, Nacera Dutour, c'est un symbole, c'est l'un des derniers symboles de lutte pour la vérité sur les 8 000 ou les 23 000 disparus, parce que l'État a reconnu 8 000 et Aït Ahmed Ali et Abdelnour ont toujours parlé du 23 000 disparus. Eh bien, Madame Dutour, Nacera est pratiquement la seule aujourd'hui et l'une des rares personnes qui a accompagné ces orphelines, ces veuves, ces pauvres mamans qui ont perdu leurs fils, leurs époux. Eh bien, Madame Dutour est un support, est un soutien, est un abri, est un refuge. Et le pouvoir, au lieu de fermer sa gueule, je m'excuse des mots, au lieu de se taire pour ne pas remuer justement cette affaire, il a voulu violenter cette dame qui a été soutenue, qui a été à côté de Hussein Aït Ahmed, de Mustafa Bouchechi, de Ali Yahya Abdelnour, de tous les grands défenseurs des droits humains, qui est reconnu mondialement. Eh bien, au lieu de la laisser passer, comme tous les citoyens qui se respectent, non, ils ont préféré la violenter et refuser à un citoyen de rentrer chez lui. C'est une violence inouïe. C'est une violence qu'on ne peut pas décrire, c'est-à-dire t'empêcher à rentrer rentrer chez toi, la terre de tes ancêtres,
Par qui? Souvent par des responsables, fils de Harki, qui étaient du côté de la France durant la Révolution 54-62. Et c'est dégoûtant. C'est dégoûtant quand on sait que ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir, la junte militaire qui a pris l'armée algérienne en otage, c'est les descendants de l'armée française, c'est les officiers de l'armée française qui ont hypothéqué l'indépendance de l'Algérie. Eh bien, je salue Nasser Aditour et à travers Nasser Aditour, les 23 000 victimes et les 23 000 familles, 23 000 mamans, 23 000 papas qui résistent encore et qui revendiquent la vérité sur la disparition de ces hommes et femmes. Merci. Merci Ali. Docteur Malika Baraka, à vous la parole. Vous êtes membre du directoire du PADA pour Impact démocratique en Algérie. Vous avez publié une déclaration de soutien comme tout le monde. Donc, pouvez-vous nous en parler? Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez reçu cette information d'expulsion de Mme Nassera Dutour d'Algérie le 30 juillet 2025? Vous allumez votre micro, voilà, activez votre micro. C'est bon. Oui, désolé. Bon. Oui, merci de m'avoir invité, de me donner la parole et bonjour à toutes les personnes qui sont sur le plateau, notamment Nassera Dutour. Désolée de ne pas, parce qu'on avait fait des essais avant, de ne pas avoir l'image. Ayant des problèmes de connexion, c'était la seule façon d'avoir un son correct. J'espère que le son est correct. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, on vous entend bien. Le plaisir est de vous avoir avec nous, même si on ne peut pas voir votre image. Allez-y. Ouais, désolé. Désolé. Écoutez, oui. Ce qui est arrivé à Nassera Dutour nous a tous choqués, nous a scotchés quand on a entendu la nouvelle. D'abord, sur le plan personnel, moi, je la connais, une femme admirable. Je n'ai rien à ajouter à tout ce qui vient d'être dit. Admirable. D'ailleurs, Wardia avait même fait un documentaire sur ce qu'est justement cette grande militante qui est Nassera Dutour, sur son action, etc. J'espère qu'elle pourra, ce sera l'occasion de le rediffuser pour que les gens la connaissent mieux. Mais dans le milieu des militants des droits humains, dans toute cette galaxie malheureusement de disparition forcée, c'est une figure reconnue internationalement d'ailleurs. Donc, personnellement, c'est un soutien total, beaucoup d'affection pour elle, pour ce qu'elle a dû vivre quand même. Elle est certainement affectée, elle le dit. Donc, en soutien total avec la personne de Nassera Dutour, cette grande militante. Deux, comme on est PADA est une organisation politique de la diaspora et bien entendu, c'était un devoir de réagir à ce que nous considérons comme un acte complètement immoral. Immoral d'abord parce que on n'interdit pas à quelqu'un d'aller voir sa terre, son pays, même si c'est le pire criminel. On le fait rentrer, on le juge après peut-être, mais on n'a pas le droit de lui interdire la terre de ses ancêtres, sa terre, ce qu'il considère comme sa terre. Ça, c'était le bannissement du Moyen-Âge, mais ça, c'est terminé. Quelqu'un a droit à sa terre, même si c'est le pire des criminels. Moral et bien sûr légal, c'est complètement illégal, c'est ahurissant ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a appliqué à une Algérienne avec un passeport algérien, une loi qui est réservée aux étrangers, aux ressortissants qui viennent d'autres pays pour lesquels peut-être on n'a pas envie qu'ils… Voilà. Donc, c'est incroyable, c'est-à-dire le cynisme avec lequel on lui met le papier entre les mains en plus. Vous êtes algérienne et en plus, on vous interdit de rentrer dans votre pays. Il n'y a même pas les formes, quoi. On est où, là? C'est totalement… C'est au-delà du scandale.
On travaille avec des hors-la-loi. On est dans un système hors-la-loi. La jungle loi. Je fais ce que je veux et toi, tu te débrouilles comme tu veux. Donc, c'est pour ça on a fait une déclaration et on l'a titrée l'Algérie interdite aux Algériens. Et c'est pas la première, Nassera du Tour. C'est pas la première, il y en a eu d'autres. Il y a eu donc le journaliste Alilet, et même on a entendu parler, c'est des gens peut-être qui ne voulaient pas être médiatisés, et parfois des personnalités qui ont été pareilles, qui ont été refoulées à l'aéroport avec des passeports algériens. Donc c'est une question, il y a quand même, c'est un sujet très grave dont il faudra discuter. Donc, on verra dans le débat. J'interviendrai après. Merci pour déjà cette introduction. Merci, Malika, pour votre participation, votre exposé. Là, on a entendu, Maître Sofiane Chouetou, nous avons entendu tous les avis, nous avons entendu Madame Dutour sur ce qu'elle a vécu. Vous avez vous-même été un membre actif du collectif d'avocats de défense des droits des disparus et aussi des détenus durant les années 90. La question que tout le monde se pose avant de passer au nom de quelle loi le pouvoir pratique se permet d'exclure un Algérien à l'aéroport Houré Boumedienne ou à l'entrée vers son pays? Au nom de quelle loi? Est-ce qu'il y a une loi? Comment il arrive à couvrir ça vis-à-vis du droit international? Malgré que personne ne respecte le droit international maintenant dans cette conjoncture. Oui, bon, Msal Khair alaikum, bonsoir, Zulf Laouen, merci pour votre invitation. Alors, pour le cas de Nassera, parce qu'il y avait des cas de Farid Alilet, mais on ne connaissait pas s'il y a une décision de façon écrite. Pour le cas de Nassera Détour, moi je la connais depuis la fin des années 90. Elle était en mission à Constantine et j'ai organisé dans mon cabinet la rencontre de Nassera avec les membres enfin les parents des familles des disparus dans mon cabinet. Puis il y avait la création de SOS disparus, etc. Donc ça c'est fin des années 90, début de 2000. Hein. Puis elle a participé même dans des missions d'Amnesty International qui ont été autorisées exceptionnellement à l'époque des premières années, je pense en 2000. Quand l'ex-président algérien Bouteflika il a défié Amnesty International de venir en Algérie, d'enquêter sur ce qui se passe dans le pays. Bref. Vous savez, dans n'importe quel pays, il y a un corpus juridique, il y a tout un arsenal juridique. Et ça commence par la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Tu vois. Donc, vous m'entendez Oui, on t'entend bien. Ouais, alors, très bien. Dans la Constitution, en article 49, elle stipule quoi? Donc, tout citoyen, par exemple, Nassera Ditour, Farid Alilet, etc., tout citoyen a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national. Le droit d'entrée du territoire national lui est garanti. Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée par une décision motivée de l'autorité judiciaire. Donc, si je comprends bien, le droit général est garanti, le droit de rentrer pour tout citoyen algérien, de circuler librement dans son territoire, sauf exceptionnellement, on peut restreindre ce droit, mais généralement, si on lit ce qu'on appelle les travaux préparatoires, le comité d'experts qui a rédigé le projet de constitution avant qu'il soit débattu, enfin,
adoptée par les deux chambres, ça concerne beaucoup plus en matière de sortie du territoire, pas de rentrée. Voilà. Algérien a le droit, quel que soit ce qu'on reproche, il a le droit de rentrer dans ce pays. Et s'il a commis ou il est suspecté d'avoir commis une infraction à la loi, je pense que les autorités policières, ils ont le code de procédure et qu'ils entreprennent des dispositions prévues dans le code de procédure pénale, qui sera traduit devant les tribunaux, être jugé, etc. Bon. Mais le principe général, on ne peut pas limiter, sauf dans des situations exceptionnelles. Exceptionnellement. Elle ne touche pas individuellement, elle touche de façon collective. C'est-à-dire quand il y a une situation d'état d'urgence sanitaire. L'humanité a connu ces dernières années la pandémie de la Covid-19. Au départ, l'humanité ne connaissait pas, c'était la première fois dans la vie cette pandémie, elle était dangereuse, mortelle, etc. Donc, ils ont pu prendre des décisions de fermer les frontières, y compris l'espace aérien, les frontières terrestres, etc. Et de façon directe, on a empêché les ressortissants de rentrer dans leur pays. Mais c'est une mesure très limitée dans le temps, une mesure exceptionnelle, mais qui est justifiée par la nécessité de protéger la santé publique. Ou dans des situations de guerre, par exemple, des bombardements. On a vu, par exemple, dans le dernier cas, le bombardement d'Israël contre l'Iran. On a fermé l'espace aérien de l'Iran pendant une période. Donc, ça peut empêcher des ressortissants de rentrer dans le pays. Donc, ça, c'est des situations exceptionnelles. On peut empêcher des ressortissants de rentrer. Mais dans la situation normale, rien ne justifie. Dans le cas de Nassera, de Madame Nassera Ditour, il y a un document de la police des frontières. Et c'est un document, c'est incroyable. Hein. Et il a été élaboré, c'est-à-dire un PV verbal de refoulement qui est basé en application des dispositions de la loi 08-11 25 juin 2008 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie. C'est-à-dire, c'est un texte de loi, l'article 1, la loi 08-11, elle concerne les étrangers. Une loi qui précise les conditions, comment les étrangers peuvent rentrer dans le pays, séjourner en Algérie et de circuler. Donc, c'est qui les étrangers? Selon la loi Hadith, c'est qui? C'est l'article 3. L'article 3 de la loi 08-11, elle définit c'est qui l'étranger. L'étranger, c'est qu'il a de la nationalité autre que algérienne. Il n'a aucune nationalité, c'est-à-dire les apatrides. Or, Nassera Ditour, elle est algérienne. Elle est algérienne d'origine. Ses parents, ce sont des. Elle n'a pas acquis la nationalité. Elle est algérienne par sa naissance, à la fois par le droit de sang. Allah yarhamhum, c'est des Algériens. Donc, elle est algérienne du sang. Donc, cette loi a dit. La décision de refoulement, parce que la loi 08-11, elle prévoit des refoulements des étrangers. Hein. Il y a des dispositions, on peut rentrer dans les détails, mais ça concerne les étrangers, ils ont un délai, ils peuvent recourir. C'est le ministre de l'Intérieur qui peut prendre ce genre de décision, de faire annuler la résidence, de les refouler, donc de les déporter à l'étranger, selon des conditions, etc. Mais ça, c'est concerne les étrangers, ça ne concerne pas Maître Choueter, juste une petite parenthèse. Ouais. Lors de l'affaire de Farid Alilat, nous avons entendu l'Aghib, le ministre de la Communication, qui justifiait les raisons de l'expulsion de Farid Alilat vers la France. Il disait en substance que Farid Alilat
été expulsé en tant que journaliste de Jeune Afrique qui est venu exercer en Algérie sans avoir été autorisé. Donc, elle a été expulsée dans le cadre de ses activités professionnelles de journaliste d'un magazine étranger à l'Algérie. Donc, mais il a dit aussi que l'État n'a pas le droit d'expulser un Algérien qui rentre chez lui pour visiter sa famille, tout ça. Ça, c'est ce qu'il a dit. On peut le retrouver dans les vidéos. Oui, Alors oui, que oui. Mme Nassera Dutour, elle n'est pas venue faire des activités en Algérie, elle est venue rentrer chez elle en Algérie. Alors, comment vous voyez, comment vous analysez cette situation? Alors, ça, ce n'est pas une justification. C'est-à-dire, la première justification, je pense qu'il était à l'époque ministre de l'Information, la Gab, Oui, la communication, oui. la communication au moment des faits, tout ça. Ça n'a aucune base légale. C'est arbitraire. Il a décidé comme il veut. Enfin, lui ou je ne sais pas qui, le ministre de l'Intérieur, la présidence, l'état-major de l'armée, la DGSI, je ne sais pas qui a décidé. Ça n'a aucune base légale. Il n'y a pas de texte de loi. Wow. Ils auraient pu, par exemple, faire une lettre, de lui informer que vous n'êtes pas autorisé, conformément à la loi sur la presse, vous n'avez pas une accréditation, par exemple, vous n'avez pas une accréditation comme journaliste sur le territoire algérien et vous n'avez pas de travailler ou de travailler comme journaliste. À défaut, si vous allez faire des reportages ou une activité journalistique au territoire, vous allez être poursuivi en vertu de la loi de la presse. Pas des peines de prison, seulement des amendes, etc. Donc, voilà. Mais pour le cas de Nassera Dutour, ou le cas de Haït, ce n'est pas des justifications, ce sont de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire, c'est tout. Donnez des justifications. Vous êtes un journaliste, ou là, Manichar, ou là, vous êtes militant dans une ONG, ou là, vous êtes, je ne sais pas moi, philosophe, ou quelque chose. Ça n'a aucune base légale. C'est ça l'arbitraire. C'est-à-dire qu'un état de droit, c'est que les gouvernés et le gouvernant, ils sont régis par des lois. Ils ne peuvent pas prendre des décisions de bon vouloir. Il faut qu'ils soient encadrés par des lois. Les lois, ils ont été établies, c'est justement pour limiter l'arbitraire. C'est vrai que la loi empêche, c'est-à-dire, mais en même temps, elle n'a jamais, il n'y a pas de loi en Algérie qui prévoit de déporter dans le PV de Mme Nassera, ils ont utilisé le refoulement. Mais c'est un bannissement. Je ne sais pas, c'est Malika qui a utilisé le mot bannissement. Ça, c'était prévu dans l'ancien code pénal algérien après une condamnation, ce qu'on appelle une peine complémentaire. Et ça a été aboli dans les années 80. Du code pénal algérien, on a enlevé le bannissement. Parce que c'est inhumain de bannir quelqu'un qui est condamné de sa wilaya d'origine. À une époque, dans les années 70, etc., quelqu'un qui est violent, condamné pour des actes de violence, etc., pour éviter l'ordre public dans sa ville ou le village et tout ça, il soit éloigné dans une autre wilaya, mais dans les années 80, cette disposition, cette peine complémentaire a été abolie totalement. C'était considéré comme une loi archaïque, héritée de l'époque coloniale de la France, à l'époque où le bannissement les bannissements de certaines personnalités dans des îles, etc. Donc, la décision de refouler, enfin, d'interdire de rentrer de Mme Nassera Dutour, parce qu'elle était dans une zone internationale. Elle n'a pas quitté l'aéroport, elle était dans une zone internationale. Une zone internationale, et de l'autre côté, elle a été refoulée. C'est un acte. Il a violé la Constitution, 49, violation flagrante de la Constitution. Il a violé l'article 12, paragraphe 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est un traité, une convention internationale ratifiée par l'Algérie en 89, qui est publiée dans le journal officiel numéro 11 de 1997. Donc, il fait partie du corpus juridique algérien.
la Constitution et une jurisprudence, la première décision à l'époque du Conseil constitutionnel, il accorde la primauté d'une convention internationale sur les lois ordinaires. Que, si un texte d'une loi interne rentre en contradiction avec une des dispositions d'une convention internationale ratifiée par l'Algérie, le juge applique les dispositions de la convention internationale, il refuse d'appliquer le droit interne parce qu'il n'est pas conforme. C'est la non-conventionnalité des lois avec le droit international. Tu vois, donc ça c'est clair en matière de droit et l'Algérie.